Intensification et multiplication des conflits, conditions climatiques exigeantes, le matériel militaire est soumis à rude épreuve. Quand il n'est pas engagé en opération, il sert à l'entraînement des troupes. Sa longévité, l'équipement la doit aux maintenanciers de la défense. Militaires, ingénieurs, industriels, ils sont les artisans de ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle des matériels. Un enjeu autant qu'un défi. De plus en plus nombreux, les matériels sont aussi de plus en plus sophistiqués. C'est le cas du Rafale, du véhicule blindé Griffon ou de la frégate multimission qui, désormais, largement passée à l'ère du numérique, côtoient leurs prédécesseurs sur le terrain et dans les ateliers. Pour accompagner cette révolution industrielle, le ministère des Armées a repensé l'organisation du maintien en conditions opérationnelles en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Le budget alloué au maintien en conditions opérationnelles dans la loi de programmation militaire 2019-2025 est significatif, près de 35 milliards d'euros. Ainsi, en 2020, ce sont 4 milliards d'euros qui y seront consacrés, puis en moyenne 4,5 milliards d'euros par an d'ici 2023. Le Journal de la Défense vous invite à découvrir comment les maintenanciers des armées se sont adaptés à ce nouvel environnement des opérations. C'est en 2017 que le ministère des Armées débute sa réforme du maintien en conditions opérationnelles. Priorité numéro 1, le domaine aéronautique, où le constat est alarmant. La faible disponibilité des aéronefs pèse sur les formations et l'entraînement du personnel. En avril 2018, une direction de la maintenance aéronautique est créée pour faciliter la coordination entre militaires et industriels. Le contexte aujourd'hui est différent de celui d'autrefois. Il y a beaucoup plus d'opérations extérieures. Nous avons besoin d'avoir une meilleure disponibilité pour nos équipages. L'axe principal de la réforme du maintien en condition opérationnelle aéronautique, c'est de rénover notre relation avec l'industrie et de créer un vrai partenariat avec les industriels. D'un côté, nous allons leur donner plus de moyens pour s'organiser dans la durée et en contrepartie, nous leur demandons un véritable engagement de performance pour satisfaire nos besoins et le besoin de nos opérationnels. Cette relation rénovée doit permettre d'atteindre des disponibilités bien supérieures à celles que nous avons aujourd'hui. Bien évidemment, cela va prendre un petit peu de temps puisqu'il faut le temps que les choses s'organisent et que les moyens soient mis en place. Les progrès sont déjà au rendez-vous. Le nombre d'heures de vol des Fennecs de l'armée de terre est passé de près de 2500 à 3700 heures en un an, soit une augmentation de près de 60% de leur activité. Dans le cas de la flotte Rafale, de l'armée de l'air et de la marine nationale, une large part de la logistique a été confiée à l'industrie. De l'ingénierie à la distribution de pièces dans les ateliers, en passant par le stockage et le transport. Sur le plan technique, nous avons mis en place un plateau technique État-industrie où des spécialistes, techniciens et ingénieurs de l'industrie et de l'État travaillent ensemble pour apporter des réponses à l'ensemble des problématiques techniques qui sont soulevées par les utilisateurs sur le terrain. Alors, la première spécificité du Rafale, c'est son engagement. Le Rafale est engagé en permanence sur des contrats opérationnels, que ce soit pour la dissuasion nucléaire, la police du ciel ou les opérations extérieures depuis les bases de l'armée de l'air ou le porte-avions Charles de Gaulle. Il est important pour nous de nous assurer que les nouvelles prestations de soutien que l'on met en place restent compatibles de ces modes de fonctionnement opérationnels particuliers. La deuxième spécificité de la flotte Rafale, c'est son ampleur. La flotte Rafale, c'est environ 150 avions, les 2 tiers pour l'armée de l'air et 1 tiers pour la marine nationale, pour environ 35 000 heures de vol par an. Concrètement, la flotte Rafale, c'est 700 000 équipements qui volent tous les jours et qu'il faut suivre. La flotte Rafale, c'est plusieurs millions d'équipements en stock à gérer. C'est plusieurs milliers de directives de maintenance, c'est plusieurs dizaines de milliers de mouvements logistiques à suivre tous les ans. Jusqu'à présent, l'entretien du Rafale dépendait d'une vingtaine de contrats. À terme, il devrait en rester moins de 5 majeurs.
En parallèle des actions menées par la direction de la maintenance aéronautique, chaque armée conduit ses propres actions. C'est le cas de l'armée de l'air. Nous avons en enjeu complémentaire, et notamment avec le poids de plus en plus pesant des opérations extérieures, dans la durée et dans l'intensité aussi, nous devons nous adapter et faire évoluer, nous aussi, nos paradigmes. J'ai décidé de lancer un projet appelé NSO 4.0, NSO pour niveau de soutien opérationnel, et 4.0 pour faire une référence à la 4e révolution industrielle que nous vivons actuellement, et de saisir toutes les opportunités liées aux innovations et à toutes ces grappes de technologie à notre disposition. Ce nouveau programme de maintenance opérationnelle a conduit à une réorganisation des escadrons de soutien technique aéronautique de l'armée de l'air. C'est le cas de l'ESTA-Chalos qui applique des méthodes de Lean Management, un travail collaboratif mené autour de plusieurs projets, comme la mise au dernier standard du Rafale. On a industrialisé cette modification-là comme un industriel privé aurait pu le faire, de façon à être efficace et performant dans le pilotage et dans la réalisation de ce chantier. Et à ce titre-là, on a travaillé sur l'ordonnancement des tâches, donc en intégrant des outils informatiques modernes. On a également travaillé sur l'aménagement du poste de travail avec des méthodes type 5S qu'on va retrouver dans le Lean Management. Et on a mis en place des indicateurs de performance qui nous permettent de suivre notre performance dans la réalisation de ces chantiers, de façon à analyser et vraiment gagner en performance et, in fine, tâcher de réduire le délai de modification des avions. Là aussi, les progrès n'ont pas tardé. Cette nouvelle organisation a déjà permis de diminuer de moitié le temps nécessaire à la dépose et au remontage d'un moteur d'avion A400M. La Direction générale de l'armement expérimente aussi des solutions auprès des armées. Comme ce drone de maintenance 100% automatisé, né d'un partenariat entre Air France Industrie, la start-up Donecle et l'armée de l'air. Il doit venir remplacer l'inspection visuelle par des techniciens nécessitant le montage d'échafaudages ou l'utilisation de nacelles. Une alternative plus simple, donc plus rapide et plus sécurisée. Testée ici sur la WACS, l'inspection par drone pourrait à l'avenir se généraliser sur tous les aéronefs. Au sein de l'atelier industriel de l'aéronautique de Clermont-Ferrand, des méthodes innovantes sont développées au service de la maintenance. Ce qu'on appelle des contrôles non destructifs. La radiographie. Ici les morceaux de dérivés. Le ressuage, qui consiste à appliquer un liquide sur une matière pour en faire ressortir les défauts. Ou encore l'échographie par ultrasons. Ces techniques réalisables sur tous les aéronefs permettent d'évaluer l'état de santé d'une pièce, de sa matière, sans la détruire. Là, tu as l'écho du bouchon. Les techniciens utilisent des moyens ultrasons qui ont été miniaturisés et portatifs pour pouvoir être utilisés simplement, efficacement et rapidement en OPEX. Donc là, ils sont arrivés avec 2 mallettes qui contiennent l'ensemble des moyens ultrasons multi-éléments et qui vont permettre de contrôler intégralement la voilure et de faire des cartographies qui sont demandées par le constructeur lors d'études de vieillissement ou lors d'impacts que l'on peut trouver sur voilure ou sur les entrées d'air ou sur tout élément composite du Rafale. Ce contrôle multi-éléments sur Rafale est une nouveauté pour l'armée de l'air. L'idée est de contrôler le revêtement, la peau de cette voilure qui est quasiment intégralement en carbone. Donc elle est soumise à pas mal d'efforts pendant les vols et tous les certains cycles on est censé vérifier l'intégrité structurelle, voir si le carbone s'est abîmé ou pas. Donc pour cela on utilise la technique d'ultrason. Voilà, c'est un contrôle non destructif, un peu comme dans le médical. Voilà, c'est le même principe, c'est par échographie avec une petite roue. Et là on vient cartographier la zone avec plusieurs passes pour venir scanner la matière. Et par un principe de code de couleur, on arrive à visualiser l'épaisseur du revêtement et tout ce qui peut être susceptible d'être endommagé.
Donc là, on peut distinguer sur cette zone un contour de trappe ou un point d'emport qui ressort assez bien à l'image. Et on a un fond vert uniforme. Si on avait une couleur vive qui apparaîtrait dans ce fond vert uniforme, on saurait qu'il y a un dommage. Place au diagnostic. Sur ordinateur, l'adjudant Anthony affiche une cartographie de la zone examinée sur la voilure du Rafale. L'analyse peut révéler des défauts invisibles à l'œil nu. Sur avion, il nous paraissait bon, mais là, en poussant un petit peu les réglages, en optimisant la palette de couleurs, on peut faire ressortir 2 zones critiques sur les extérieurs, le contour de plaque. C'est là où les efforts sont soumis, par exemple lors d'un serrage ou si c'est un emport, c'est là où ça va travailler. Alors là, avec la vue P-Scan, c'est peut-être plus flagrant. Les données récoltées sont ensuite traitées avec le constructeur de l'appareil ou les ingénieurs de la Direction générale de l'armement qui décideront de l'action à mener, puis archivées. 123 jusqu'à 175. Prochaine étape, compiler ces données pour chaque aéronef dans un carnet de santé numérique. Un outil qui faciliterait encore davantage le travail du maintenancier. Pour l'ensemble du soutien des forces, un autre défi à relever, l'écart d'âge entre les anciens et les nouveaux équipements. Plus de 60 ans séparent l'avion ravitailleur C-135 et son successeur, le MRTT Phoenix. C'est la même chose pour la partie terrestre. L'année dernière, le soutien est pris en compte, au plus tôt, très en amont, dans la conception des matériels futurs. C'est déjà une première avancée notable et qui, pour nous, va se traduire avec les matériels Scorpion qui arrivent et qui sont à la fois source de progrès, mais source de défis. La totalité de l'armée de terre qui va être irriguée par ces nouvelles technologies, dont on attend beaucoup en termes de performance opérationnelle sur le terrain, quand les unités seront déployées. Avec l'arrivée des nouveaux matériels du programme de modernisation de l'armée de terre Scorpion, il faudra bientôt soutenir 4 générations de véhicules différents. On va être soumis à une forte pression sur la conservation des compétences qui nous sont utiles pour continuer à soutenir les matériels d'ancienne génération, tout en acquérant les compétences nouvelles pour soutenir les matériels Scorpion. Et ce, pendant une phase de transition d'à peu près une dizaine d'années. La formation à la maintenance de ces nouveaux véhicules a été confiée aux écoles militaires de Bourges. Les Griffons, dont les premiers déploiements en opération extérieure sont prévus en 2021, embarquent des technologies modernes. Des calculateurs capables de donner en temps réel l'état mécanique du matériel, son usure, mais aussi les besoins en carburant ou en munitions. C'est déjà une masse d'informations importante dans le véhicule et qu'ensuite on va partager entre les véhicules et puis dans la chaîne de commandement. C'est l'apport de l'infovalorisation et donc il va falloir des gens pour exploiter ces données. On commence à évoquer les perspectives de l'intelligence artificielle qu'on va introduire dans nos systèmes pour que finalement l'intelligence artificielle fasse la synthèse des données et apporte à celui qui décide une information synthétique. Il va falloir des réparateurs, des mécaniciens pour réparer. Il va falloir des approvisionneurs pour amener les pièces de rechange de ces nouvelles technologies. Il va falloir des logisticiens pour transporter ça depuis la France, les dépôts, vers les théâtres d'opération. L'école du matériel est impliquée dans la formation de ces futurs profils. Nous avons aussi la mission de concevoir les nouveaux supports pédagogiques qui vont permettre de réaliser cette formation. On parle de nouvelles technologies, donc nouveaux outils pédagogiques, bien sûr, qui vont de pair avec ce nouveau métier. Et puis, Scorpion, c'est aussi une révolution technologique. Donc, nous étudions aussi l'impact de ces nouvelles technologies sur les nouveaux métiers. 5,8 bar dans mes essieux. Dans un premier temps, les formateurs Griffon ont travaillé main dans la main avec l'industriel. Ils peuvent maintenant dispenser leur enseignement aux maintenanciers des régiments bientôt dotés de ces véhicules. En même temps, je vois que mes 2 mains au contact 4 bars sont venus en contact. À disposition des outils pédagogiques modernes, comme cet écran tactile destiné à faciliter l'apprentissage des stagiaires. Cette tablette tactile va vraiment apporter un plus. Ça va également éviter les allers-retours entre la salle de cours et l'atelier. On aura en fait la salle de cours virtuelle au sein même de l'atelier et on pourra faire un comparatif véhicule, planche 3D ou planche schéma électrique, schéma automatique en direct avec les stagiaires.
Véhicules connectés, big data, réalité virtuelle, l'armée de terre explore de nombreuses innovations. Mais s'il y en a une qui l'intéresse tout particulièrement, c'est l'impression en 3 dimensions. L'idée, faire face à l'obsolescence de pièces et s'affranchir des délais d'approvisionnement. Un élément fabriqué directement dans les ateliers, c'est du temps gagné. À Tulle, la 13e base de soutien du matériel dispose des moyens nécessaires pour expérimenter cette technologie. 3 imprimantes 3D, mais aussi des logiciels de dessin, des outils de conception et de rétroconception. Ici, on mène toutes sortes d'expérimentations, de la numérisation d'une pièce dont on n'aurait pas les plans, au contrôle de la résistance de l'élément imprimé, à sa géométrie. Résultat, l'atelier regorge de prototypes, comme ce redresseur de chargeur de fusil d'assaut FAMAS, dont les mécanismes ont été fabriqués grâce aux imprimantes 3D. L'arrivée de ces nouvelles technologies d'impression a permis au personnel de la 13e base de soutien du matériel de renforcer son niveau d'expertise. On a été formé justement par les fournisseurs du matériel, des imprimantes, du scanner. Et on a dû être formé aussi avec les logiciels qui s'y associaient. Cela nous a permis d'élargir notre spectre de compétences, d'élargir nos connaissances et en même temps de pouvoir apporter des réponses à des problématiques qu'ont les maintenanciers des armées. Sur les théâtres d'opérations extérieures, la fabrication additive a déjà fait ses preuves. À Gao, au Mali, les imprimantes 3D arrivées en avril 2019 sont utilisées quasiment non-stop. Elles impriment jour et nuit. Non pas des éléments complexes, mais des pièces utiles. Donc là, on est sur un commutateur de B4 qui a été cassé, donc on va le remplacer par une pièce qui a été imprimée à l'instant. Là, on est sur une pièce parfaitement identique, ce qui fait que tout est adaptable. Il n'y a absolument rien pour l'adapter. Et donc la pièce est fonctionnelle directement. On a exactement la même fonctionnalité que sur la pièce d'origine. L'adjudant Fabien reçoit beaucoup de demandes, notamment des médecins. Il fabrique des pièces variées pour faciliter leur travail au quotidien et protéger leur matériel. Une demande particulière des médecins des commandos a été d'avoir des protections pour ce type de bouteilles qu'ils emportent avec eux dans leur sac. Donc pour ce type de bouteille, ce qui a été produit, c'était ce type de pièce, donc qui va nous permettre d'avoir une protection extrêmement légère, mais surtout très très efficace. Donc ça ne bouge pas et donc ça fonctionne très bien. En pleine mer aussi, l'innovation est de mise. Dans le plan de modernisation du maintien en conditions opérationnelles navales, la numérisation est l'un des chantiers prioritaires. On a un défi à relever. Les bâtiments qui arrivent sont beaucoup plus modernes. Ils ont des systèmes numériques et donc il faut à la fois maîtriser cette complexité, ces nouveaux systèmes, cette automatisation et cette numérisation qui arrivent. Et c'est aussi une très bonne opportunité pour nous pour mettre en profit des nouvelles techniques de maintenance, des techniques qui s'appuient sur le big data, sur la maintenance prédictive. C'est une opportunité pour mieux réaliser la maintenance et donc on travaille sur cet axe de progrès. À Brest, la frégate multimission Aquitaine est au bassin pour l'un de ses arrêts techniques majeurs, une sorte de contrôle technique de grande ampleur qui dure 3 mois et renouvelé tous les 3 ans. On a commencé aussi les travaux correctifs du terrain. On s'est réorganisé là, pour mettre des équipes qui étaient prévues sur GPC, GMS. Là. Un chantier dense orchestré par le service de soutien de la flotte et sur lequel se croisent les maintenanciers du service logistique de la marine, Naval Group et l'équipage du navire. Le premier des défis, c'est d'arriver à réaliser l'ensemble des maintenances préventives, correctives et toutes les évolutions techniques qui sont planifiées durant les 13 semaines d'arrêt technique, qui correspond à un arrêt technique très dense. Le deuxième des défis, c'est de réaliser, en maîtrisant les aléas techniques qu'on pourrait rencontrer, lors de la réalisation des maintenances préventives qui sont réalisées pour la première fois sur une frame.
Je pense aux grosses maintenances préventives, comme les 20 000 heures de ligne d'arbre, les visites à 10 ans de la base sonar, ou encore la visite à 7 ans du radar MFR. Au bassin ou en mer, le service logistique de la marine réalise les opérations de maintenance qui dépassent le niveau de compétence des équipages sans atteindre celui des industriels. On intervient beaucoup donc, sur du correctif, on intervient beaucoup aussi sur du préventif. Donc là, actuellement, en termes de préventif, on est sur l'ATM de l'Aquitaine. Donc là, on a un gros plan de charge sur tout ce qui est préventif. Les bateaux évoluent forcément, hein. Il y a des nouvelles technologies qui arrivent sur les frais, mais sur tous les types de bâtiments. La grosse révolution pour nous, c'est en termes de planification, au vu de tout le flux de nouvelles compétences. Enfin, j'ai envie de dire, tout ce qui est préventif, il y a tellement d'interventions à faire qu'en termes de planification, là, c'est devenu un nouveau challenge pour nous, quoi. On a une haute pression, les hélices. En décembre 2018, le premier arrêt technique digitalisé était conduit par l'industriel sur l'Aquitaine. Vous avez des permis pour commencer, donc Le Naval Group est en train de développer un certain nombre d'innovations technologiques dans le cadre de l'optimisation de la maintenance. Se servir des données qui sont déjà disponibles à bord, parce que les frames sont déjà des bâtiments très numérisés avec un certain nombre de données disponibles et conséquentes. Sur cet arrêt technique majeur, nous mettons en place un certain nombre de tablettes digitales qui permettent aux opérateurs de réaliser leurs tâches de maintenance avec le support associé, de pouvoir enregistrer les données issues de leurs tâches de maintenance, ce qui a plusieurs vertus. D'une part, ça fiabilise la qualité de la prestation, ça permet de standardiser cette prestation quel que soit le site d'application, et ça permet aussi de capitaliser le REX de ces opérations. Jusqu'à présent, en matière de soutien, seul le principe de maintenance préventive était appliqué. L'usure d'un équipement ne pouvait être anticipée et donc planifiée. Tout a changé avec le big data et l'intelligence artificielle. Grâce à des capteurs intelligents embarqués, calculer les probabilités de panne des bateaux est désormais possible. Aux côtés du constructeur et de ses sous-traitants, l'équipage du navire participe aux activités de maintenance. Sur une frégate, l'enjeu du MCO, c'est de répondre aux besoins d'une frégate qui est de se déployer loin, longtemps et en conséquence d'être endurante à la mer. Donc il faut une frégate qui soit capable de durer longtemps, sans avarie, pour poursuivre sa mission. Et en plus, on a des équipements multiples, particulièrement complexes, et donc il faut avoir les compétences pour entretenir, pour maintenir l'ensemble de ce matériel. La numérisation et l'automatisation des systèmes ont permis de réduire par 2 la taille de l'équipage et de le rendre plus polyvalent. Ça demande des compétences beaucoup plus variées. Il faut être capable de prendre en compte des systèmes informatiques dans l'ensemble du bâtiment. Il faut avoir des spécialistes également de la cyberdéfense pour comprendre l'ensemble des risques, les appréhender et les traiter. Donc la grande différence, elle est là, c'est qu'on n'est plus simplement dans des bâtiments où on avait des mécaniciens, des électriciens. Là, on est dans un mélange où le mécanicien doit aussi être un informaticien. Il faut être capable d'avoir des personnes beaucoup plus polyvalentes et avec un niveau de compréhension plus élevé. Si l'innovation est une chance bien réelle, elle est aussi très exigeante pour les équipes. Les matériels militaires modernes et les nouveaux outils de maintenance ont amené des process de travail plus performants. Le début d'une tendance qui est appelée à se généraliser.